La vidéo d'aujourd'hui sera un peu différente. Je vais te parler d'immersion et plus précisément celle de mon élève Seth, un Américain de 70 ans qui est venu passer une semaine avec moi à Lille dans le nord de la France. Une semaine en immersion linguistique totale. Alors je me suis dit que c'était une bonne idée de te partager le ressenti et de t'en dire un peu plus sur ce que c'est une immersion et les bénéfices que ça apporte. Alors reste bien jusqu'à la fin, tu vas voir, c'est une vidéo très marrante avec beaucoup de ragots de gossip. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère pour les apprenants autodidactes comme toi qui veulent consolider leur niveau de français et vivre une expérience hors du commun. Tu es prêt? Allez, on y va. Alors, si je devais t'en dire un peu plus sur Seth avant l'expérience, Seth, c'est quelqu'un qui parle déjà un bon niveau de français, qui a un B1. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus de grammaire ou de vocabulaire, mais de s'immerger, de pratiquer pour améliorer la fluidité et développer quelques réflexes cognitifs. Et les craintes légitimes, comme celles de beaucoup de personnes, c'est de se sentir dépassé une fois en France, d'être bloqué, d'être submergé quand les natifs lui parlent. Si je devais te parler d'une journée typique, ça commençait avec un bon cappuccino que je faisais sur ma machine Sage Breville. Sage en Europe, hein, c'est un nom différent. Un bon cappuccino avec le petit dessin à latte arte, parce qu'il faut bien ça pour commencer une journée en français. Et ensuite, on sortait. Il n'y avait pas de cours, pas de classe, pas de matériel pédagogique. Le lundi, on a fait une visite de Lille, du vieux Lille, évidemment. J'ai expliqué un petit peu l'histoire, on a échangé, il m'a posé des questions, c'était très sympa. Le mardi, c'est la journée qui était vraiment la plus cool. On a fait la sortie mémorielle. Parce que Seth, c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire, et notamment l'histoire des guerres mondiales. Et les guerres mondiales, ou les guerres en général, on en a eu beaucoup dans le nord de la France. On a visité Vimy, très connu des Canadiens pour le Vimy's Ridge. J'ai d'ailleurs fait une vidéo avec mon ami Vincent, je te mets l'affiche en haut. On a aussi visité Arras et les carrières Wellington, un peu plus connus par les Australiens et les Néo-Zélandais, New Zealanders. Et enfin, on a visité mercredi Waterloo, mondialement connu, pas seulement pour la chanson d'Ava, pour Napoléon. Ça, c'était pour le tourisme mémoriel. Le jeudi, on a visité un charmant petit village de l'Audomarois, un territoire dans le nord de la France, Saint-Omer, connu pour son marais, vraiment très chill, très tranquille. Et le vendredi, on a visité une usine de chocolat à Lille qui s'appelle Encuentro, une usine qui est assez unique en France puisqu'elle fait du bean to bar, de la fève à la plaque de chocolat. Alors attention, bean en français, ça se traduit par beaucoup de choses. Si on dit coffee beans, c'est grain de café. Si on dit cocoa beans, c'est fève de chocolat. Et si on dit green beans, c'est haricots verts. Un mot en anglais, 3 mots en français. Pas cool, hein? Donc terminer la semaine avec une petite visite et une dégustation de chocolat, je pense que c'était une très bonne idée. Seth m'a beaucoup surpris car il y a eu beaucoup de moments incroyables, des déclics. Notamment quand on était à Notre-Dame-de-Lorette, qui est un site de la Première Guerre mondiale, une nécropole. En fait, je me souvenais plus de ça parce que j'avais fait cette visite avec l'école quand j'étais petit, mais il y a des gardes mémoriaux, des gardes de la mémoire, c'est-à-dire les personnes qui gardent de façon bénévole le lieu et qui aident, dirigent un peu les touristes. Et sans que je lui demande, Seth a pris l'initiative de parler et d'échanger avec beaucoup de personnes. Et les natifs ont tout compris. Les échanges étaient relativement fluides. Moi, j'étais en retrait, j'étais prêt à aider, mais finalement, ma présence n'a pas été nécessaire.
Elle a peut-être été un peu confortante pour Seth, sachant que j'étais à côté s'il y avait besoin, mais il n'a pas eu besoin de moi. Pour ça, c'était super cool. J'étais très fier de lui, je l'ai vivement félicité pour ça. Un autre moment un peu spécial, c'est quand on a vu l'anneau de la mémoire. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu plus récent et qui est juste à côté du site. C'est un très grand anneau avec le nom de toutes les personnes qui sont mortes au combat pendant la Première Guerre mondiale. Toutes nationalités, tout rang confondu. Ils sont classés par ordre alphabétique. Et Seth m'a dit « Ah, est-ce que tu crois qu'il y a des ancêtres ? Certains de mes ancêtres qui sont ici ?» Et je lui ai dit « Bah écoute, on peut aller vérifier ensemble, on verra bien. » Et surprise, il y avait au moins 5-6 personnes portant le même nom. Donc là, on n'est pas seulement dans le côté linguistique langue, mais on est bien sûr dans l'histoire, dans l'émotionnel, dans quelque chose de spécial. Et c'est ce que je dis souvent à mes étudiants. Ils rigolent quand je dis ça, ou même dans ces vidéos, quand je te le dis. On n'apprend pas le français pour le plaisir d'apprendre le conditionnel ou le subjonctif. Pour moi, c'est OK parce que je suis linguiste. C'est ce que j'ai fait à l'université, c'est ce que je fais souvent. Mais la plupart des gens apprennent le français pour vivre des expériences, pour se connecter avec l'histoire, avec la culture, avec des personnes. Et ce moment, c'était spécial. C'était pas mon moment, parce que j'ai quand même trouvé une personne qui a presque le même nom de famille que moi, mais pour Seth, c'était quand même assez incroyable. Donc il a vécu tous ces moments personnels, émouvants, en français. C'est trop cool. Bon. Sauf peut-être un moment où j'ai dû intervenir en urgence, c'est le fameux « avec ceci », j'en ai déjà parlé. Si tu vas acheter quelque chose dans une boulangerie, il y a une expression typique que tu vas entendre. Bonjour, je vais prendre un croissant, bonjour, je vais prendre une baguette. Et le boulanger ou la boulangère, c'est souvent une femme, va te dire avec ceci. Donc avec ceci, avec et ceci, ceci. Alors ceci, ce n'est pas souci, worry, parce que Seth pensait que c'était souci, mais ceci, avec cela. C'est un peu comme si elle te disait autre chose, ou en anglais anything else, en espagnol algo más. C'est une phrase typique que tu vas entendre. Donc ne sois pas surpris si tu vas acheter quelque chose à la boulangerie et qu'on te dit avec ceci, tu ne dois pas ajouter quelque chose de supplémentaire, tu n'as pas de problème ou de souci. Tu dis ce sera tout si tu n'as plus rien besoin, ou tu donnes le nom d'autres viennoiseries ou d'autres choses si tu as besoin de choses supplémentaires. Avec ceci, ce sera tout, merci. Et après tu payes avec ta carte. À la fin de la semaine, le changement était évident, autant pour moi que pour lui. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs dans son avis Google Review, que je vais te lire dans quelques secondes. My recent immersion with Jerome was superb. Jerome is one of the most intelligent, inquisitive, knowledgeable and amusing people I know. We spent hours together each day going through historical sites, which are a great interest of mine, and his knowledge of the area, combined with deep understanding of the 19th and 20th century history, was just a treat. Using French to learn something you love makes learning so much easier, not to mention just fun. Jerome is patient, way more than me, and would gently correct mistakes that I was making repeatedly and explaining a better approach. On the last day together, we spent an hour or so filling several notebook pages of things I needed to work on. My fluency during this week improved so much, even I could tell the difference. If college were this much fun, no one would ever leave campus. Highly, highly recommended. He's the best. Merci Seth. C'est toi le meilleur. Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'après une semaine, Seth ne pensait plus grammaire. Il n'hésitait pas entre l'imparfait et le passé composé, parce que c'était devenu plus naturel. Il ne se disait pas « est-ce que c'est penser à ou penser de ?» Même s'il faisait des erreurs, la fluidité était là.
Donc on parlait, on riait, on faisait beaucoup de choses ensemble et c'était plus une question linguistique, mais une expérience humaine avant la langue. Et c'est pour ça que je crois beaucoup en l'immersion et je pense que l'immersion fonctionne très bien. En classe, on apprend en pratique, mais on reste tout de même bloqué dans un cadre, dans un carcan, une petite prison. Alors qu'en immersion, il n'y a plus de limite. On doit monopoliser beaucoup de connaissances quand on visite un lieu mémoriel et qu'on échange avec les gardes-mémoire. Ils vont te poser des questions sur ton pays, sur ton président, sur la politique, sur l'histoire, sur ta relation peut-être avec certaines personnes présentes. Et là, on n'est plus dans la linguistique, on n'est plus dans un exercice, on n'est plus dans quelque chose de fermé. C'est totalement ouvert. Et ça, c'est une compétence, on peut uniquement travailler en immersion. Ça permet souvent de franchir un cap, surtout quand on est bloqué avec la langue. Une immersion, c'est idéal si tu es A2, B1, à peu près vers le niveau intermédiaire. En dessous, ça va être très compliqué parce que tu vas être frustré. Il y aura beaucoup de choses que tu ne vas pas comprendre, notamment au niveau vocabulaire. Là, tu risques d'être vraiment débordé, comme la crainte de 7 au début. C'est bien aussi si tu comprends beaucoup, mais que tu as encore du mal à parler. Ça va justement te débloquer et t'aider à passer un cap. Parce qu'en immersion, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de parler. Tu ne peux pas consommer du contenu. Si une personne te parle, tu dois lui répondre. C'est pas comme regarder une vidéo YouTube, comme maintenant. Ça, c'est très bien pour ta compréhension, mais pour ta production, c'est un peu problématique, malheureusement. Donc, à moins de prendre des cours ou de faire une immersion, tu ne vas pas pratiquer ta production. Tu peux toujours parler tout seul. C'est mieux que rien, mais ça a toujours ses limites. Donc après une semaine d'immersion, tu progresses pas seulement en français, mais tu gagnes en confiance. Tu vis une expérience forte. La preuve, j'étais triste, et Seth aussi, quand il a dû partir. Et ensuite, tu débloques quelque chose. Il y a un déclic. C'est ce que moi j'ai eu quand j'habitais au Mexique. Ce déclic après quelques mois. Mais quand j'ai déménagé au Mexique, je partais de zéro en espagnol. Donc ça m'a coûté beaucoup de travail. C'était très très compliqué au début. Pero ahora hablo muy bien espagnol. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis d'en savoir un peu plus sur l'immersion. C'est quelque chose dont on ne parle pas assez, je pense. Et pourtant, ça fonctionne. Ça permet d'aller au-delà de la langue et de créer une expérience humaine vraiment forte. La preuve, on était tous les deux tristes quand c'était fini. Et si ça t'intéresse, je te laisse les infos en commentaire. Tu pourrais vivre une expérience similaire avec moi ici à Lille en 2027. N'oublie pas de laisser un petit like si tu as aimé cette vidéo et un commentaire pour me dire si tu as déjà fait une immersion, si tu penses en faire une et qu'est-ce que tu penses du concept d'immersion. Est-ce que ça fonctionne ou pas selon toi? Quant à moi, je te dis à très vite. Salut, bye bye.